Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Sud FM, l'info, c'est ici. Bienvenue sur le réseau synchronisé de Sen Radio, les titres de ce journal. Sitting des candidats au baccalauréat de l'Institut Lucie Leclerc à Thiès, ils réclament leur note de second semestre retenue par des professeurs qui réclament eux aussi leur salaire. Ces candidats risquent d'aller au bac sans livret de notes. Les parents alertent. Covid-19, l'île de Gorée est touchée. Il s'agit d'un insulaire qui était en mission à l'intérieur du pays et qui est rentré vendredi dernier. La mairie renforce le dispositif sanitaire. Ce mardi, 2 décès et 43 nouveaux cas positifs au coronavirus sont recensés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Des individus arrêtés cette nuit à Mbour par la police, parmi eux des Kankourans. Ils n'ont pas encore reçu l'autorisation préfectorale pour l'organisation de rituels du Kankouran. La violence sur les enfants par leurs propres parents, on en parle. Comment éduquer son enfant et lui apprendre à respecter l'autorité parentale? La réponse avec Mariam Sek, coach parental, à suivre dans ce 18h. Voilà pour les titres. Est à la présentation. Alioune Badara Socé assure la mise en onde. Bonsoir. Sitting des candidats au bac de Lucie Leclerc à Thiès en cause la rétention de leurs notes par des professeurs qui réclament leur salaire. Babacar Ndao. Pour réclamer leur note du second semestre et face à la menace de rétention de leur livret de baccalauréat par le professeur, les candidats de l'institution Lucie Leclerc de Thiès et leurs parents ont assiégé la direction. Moussa Dembabaro est le porte-parole des candidats. Après la Covid, ils nous ont demandé de payer 105 000 les 3 mois. Nos parents sont venus, ils ont payé les 3 mois. Quelque temps, ils ont refusé de payer nos profs. La première proposition était, ils avaient déjà proposé aux profs, la dame avait dit qu'il allait payer que le mois de juin. Alors que le mois de juin, les profs n'ont fait, certains ont fait 2 cours, les uns un seul cours. Il y a même des profs qui n'ont pas fait de cours. Elle a refusé de payer tout le mois juillet, août, elle a refusé de payer. Malgré le Covid-19, les parents obligés de payer les mensualités ont été surpris d'apprendre que les professeurs ne sont pas payés par la direction. Madame Fall Khadisen, parent d'élèves. Beaucoup de parents ont réagi, mais la direction ne s'acquitte pas de ses engagements. Ils refusent de payer les professeurs et les enfants ne font pas cours. Et maintenant, ils ont le problème de livret. Les professeurs ont fait des rétentions de notes pour les candidats au bac et ils risquent d'aller au bac sans livret. Vous voyez le problème que ça va faire. La mission dépêchée ce matin par l'inspection d'académie de Thiès sur place n'a pas convaincu les parents. Nous sortons d'une réunion. Ils nous ont promis que les livrets iront avec les enfants au bac. Mais nous n'y croyons pas. Parce que depuis la reprise, on ne nous fait que des promesses. À cette heure de l'année, ils devraient taire les problèmes pécuniaires. Une semaine du bac, ils devraient taire les problèmes pécuniaires, se conscientiser des enfants. Quand on travaille, c'est pour qu'on vous paye. Du côté de la direction de Lucie Leclerc de Thiès, c'est l'Omerta. Les quelques membres de l'administration trouvés sur place préfèrent tout simplement renvoyer la presse à la déclarante responsable, Madame Si, basée à Dakar. Babacar Ndao, Thiès sur le FM. Babacar Ndao, l'examen du baccalauréat technique est prévu ce 31 août au lycée technique de commerce Maurice Delafosse. Les élèves en sont aux dernières révisions. Ce lycée compte accueillir 300 candidats au bac technique répartis en 12 salles. Toutes les dispositions sont prises. Cependant, la décision de l'office du bac de donner les résultats du bac par SMS n'enchante pas les élèves car, disent-ils, il peut y avoir des failles. Aïssatou Guiba. Ces élèves du bac technique en sont à une semaine avant les examens. Dans les salles de classe, des exercices pour être mieux équipés sont faits en groupe. De toute évidence, ces élèves semblent être confiants. Ils ont eu le temps de terminer le programme, disent-ils. Ça se passe comment? Vous avez vécu les perturbations Covid-19? Vous avez arrêté les cours et puis vous avez repris. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que ça ne vous a pas perturbé? Bon, d'une part, ça nous a perturbé. Parce que rester dans un intervalle de temps sans étudier, pendant le confinement, ça a été trop difficile. Mais au retour, le moral est bon, parce que les professeurs ont bien fait leur... Vous avez eu le temps de terminer le programme. Oui. Cette année, la délibération du bac se fera par SMS, une décision de l'office du bac qui semble ne pas être appropriée aux yeux de ses candidats.
cette décision-là, c'est pas un avantage, quoi. Non, c'est pas un avantage. Parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas de moyens, quoi, suffisants pour recevoir ces SMS. Ah, c'est pas un avantage. On est prêts. Inch'Allah. Oui. Le lycée technique de La Fosse compte accueillir des candidats le 31 août prochain. Toutes les dispositions seront prises dans ce contexte de pandémie, nous dit le proviseur du lycée technique de commerce Maurice de La Fosse, Boléfal. Oui, nous allons recevoir dans ce lycée le 31 août, Inch'Allah, 300 candidats au bac STEG, 300. Partis en 12 salles, nous aurons 12 salles. Et donc 36 surveillants au minimum, donc ça veut dire 3 surveillants par salle. Le dispositif qui est là depuis le 25 juin va rester. C'est le même dispositif. Il y a des laves, quand vous rentrez déjà à la porte, il y a le pistolet Covid là pour regarder votre température. Ensuite, dès que vous rentrez, vous avez vu les lave-mains au jardin. Il faut d'abord se laver les mains. Si l'office du bac a bien voulu réviser un peu les programmes en les allégeant, on l'a indiqué et nous aussi on a appliqué. L'examen du bac technique est prévu le 31 août prochain. Ici, les cours se poursuivront jusqu'au vendredi 28 août pour permettre aux élèves de réviser. Un examen qui se déroulera de façon particulière par rapport aux années précédentes avec cette pandémie qui s'est au sein du pays. Célébration ce 26 août de la journée des porteurs de pancartes. Pas de mobilisation de masse cette année. La Covid-19 oblige, mais le bureau de l'association des porteurs de pancartes se réunit ce mercredi à 10h. Une déclaration sera faite et transmise à la presse. L'association va statuer sur beaucoup de questions qui préoccupent le pays. Elhadji Ahmadou Baro Diène, secrétaire général de l'association, avec Babacar Samb. La particularité de cette année, c'est la Covid-19. Donc on ne verra pas une manifestation de masse, mais très simplement le bureau de l'association des porteurs de pancartes se réunira chez le président Nguirandoy, numéro 1, à le boulevard général de Gaulle, à 10h pour faire un récital de Coran d'abord. Et ensuite, on fera une déclaration par le secrétaire général Amadou Hassan Diop pour lire le document en question. Pour la déclaration, c'est à ce moment que la commission va développer tous les sens que j'ai dégagés ici. Il y aura une déclaration lumineuse de toutes les questions concernant le pays, pour dire pourquoi nous célébrons dans la célébrité. Et ensuite, nous convions la jeunesse, parce que nous étions les jeunes de 1958 qui ont porté les pancartes. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des pancartes. Il y a des porteurs de pancartes, des porteurs de projets, des porteurs d'initiatives, des hommes disciplinés qui veulent vivre l'événement. Le credo que nous avons toujours, nous lions l'indépendance de ce pays pour la construction nationale. Il y a des jeunes de cette année-ci et depuis plusieurs années qui construisent le pays, qui participent au développement. Cette jeunesse-là que nous voulons. Nous ne voulons pas une jeunesse qui casse les véhicules, qui casse les bâtiments. Non, nous voulons des jeunes qui vont faire la construction nationale. Surtout en ce moment précis de la Covid. Nous voulons des jeunes qui sont déterminés à participer à la levée de la pandémie par le comportement exemplaire, par le port de masques, par le lavage de mains et par la distanciation. Elhadji Ahmadou Baro Diène, secrétaire général de l'association des porteurs de pancartes, que vous pouvez écouter plus longuement en fin d'édition. Il est l'invité de ce 18h. 2 décès et 43 nouvelles contaminations recensées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 14 cas sont issus de la transmission communautaire, dont 3 à Dakar. Le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr Elhadji Mamadou Ndiaye. Sur 816 tests réalisés, 43 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,27%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 29 cas contacts suivis par nos services et 14 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes suivantes. Dakar Plateau 2, Kolda 2, Tambacounda 2, Thiès 2, Ziguinchor 2, Guédiawaye 1, Khombol 1,
Kédougou 1 et Tivaouane 1. 120 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 43 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce lundi 24 août 2020. L'état des autres patients est jugé stable. À ce jour, 13 056 cas ont été déclarés positifs, dont 8 715 guéris, 274 décédés et donc 4 066 sous traitement. Premier cas déclaré à Gorée de Covid-19. Il s'agit d'un insulaire qui était en mission à l'intérieur du pays et qui est rentré vendredi dernier selon le maire de l'île, Maître Augustin Senghor. Les mesures de prévention vont être renforcées. La vigilance et la sensibilisation seront de mise pour stopper la chaîne de transmission. Maître Augustin Senghor avec Rapsé Limanouane. Écoutez, la réaction, c'est une réaction de sérénité. Vous savez, le Covid est installé au Sénégal depuis le mois de mars. Depuis lors, nous avons été épargnés en tant que communauté au niveau de l'île de Gorée. Dieu a voulu que cette semaine, ce week-end, donc, nous ayons enregistré un cas qui nous est venu d'un Goréen qui était en mission à l'intérieur du pays et qui est revenu vendredi. Donc, c'est des choses auxquelles on s'attendait. Donc, je peux dire que nous ne sommes pas totalement surpris. Mais en même temps, estimons qu'il faut, à partir de là, maintenant prendre d'autres dispositions pour renforcer les mesures de prévention, les mesures barrières, puisque déjà, vous le savez, depuis 6 mois, Gorée était fermée aux visites touristiques, aux visites des non-résidents. Il n'y a que les Goréens résidents qui étaient sur place, mais on va renforcer cela. Et au niveau de l'embarcadère de Dakar, comme au niveau du débarcadère à Gorée, nous allons travailler d'arrache-pied à ce que toutes les personnes qui vont passer respectent les mesures barrières, portent des masques, soient soumis au thermoflash, et surtout, à partir du moment où le virus est entré dans l'île, il faudrait peut-être qu'on sensibilise encore plus les Goréens. Nous devons veiller à ce que ce cas soit vraiment un cas isolé. Donc la vigilance sera de mise désormais dans l'île? Ah non, elle était déjà bien présente, mais nous allons la renforcer parce que c'est pas parce que nous avons un cas qu'il faut baisser les bras. Au contraire, il y a encore plus de raisons. Nous avons toujours été vigilants. La communauté goréenne avait toujours été réceptive à la sensibilisation. Nos jeunes étaient engagés dans la campagne. Mais nous allons l'être encore davantage parce que justement, nous avons un cas. Et en tout cas, il faut tout faire pour que ce cas-là soit un cas isolé. Et surtout, même s'il y en a d'autres, que ça soit une portion très très infime de la population. Le cas en question a été évacué sur Dakar dans les centres de traitement. Certains qui sont ses proches ont subi les tests de la part de la cellule opérationnelle du ministère de la Santé. Ce qui reste maintenant, ça appartient à la communauté goréenne de faire en sorte que cette chaîne qui peut débuter, cette chaîne de contamination, ne voit pas le jour ou puisse être limitée dans sa propagation. Sud FM, Made in Sénégal. Opération coup de poing de la police de Mbour, des arrestations effectuées hier nuit. Les individus ont été interpellés pour divers délits et parmi eux des kankourans. Ces derniers n'avaient pas reçu l'autorisation préfectorale pour l'organisation de rituels du kankouran. Plus de détails avec Babacar Sow. Cérémonie de rituel des kankourans à Mbour. Cette nuit, 3 individus ont été arrêtés par la police entre les quartiers Diamaguène et Liberté. La raison, c'est qu'ils n'avaient pas l'autorisation. D'autres délits sont venus se greffer à cela, détention d'armes blanches et troubles à l'ordre public. À signaler aussi que d'autres kankourans ont échappé à la police entre les quartiers 11 novembre, Tefes et Médine, après une course-poursuite. Des arrestations qui font suite à une opération de la police de Mbour qui a déployé hier nuit 75 éléments du groupement mobile d'intervention GMI sur le terrain de 22h à 5h du matin, ce qui a provoqué une vive réaction de la communauté mandingue dans la Petite Côte, une communauté qui a l'habitude d'organiser les cérémonies. Ils ont sorti un communiqué comme pour s'en laver les mains. Dans ce communiqué, la communauté mandingue soutient ne pas encore pris de décision pour le démarrage des activités du septembre mandingue à cause de la pandémie du coronavirus, la fin du mois d'août, à une période de préparation des rituels kankourans. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. La recrudescence des cas de meurtres effectués sur des enfants par leurs propres parents inquiète. Si pour certains, rien ne peut justifier de tels actes, pour d'autres, il faut davantage responsabiliser les parents, a dit Fatou Bari. Les cas de violence familiale qui virent au drame se multiplient dans le pays. Des violences qui, pour certaines, sont exercées sur des enfants par leurs propres parents. Une situation alarmante pour cette mère de famille.
La voix empreinte de colère, la dame, la quarantaine révolue, essaie de donner une formule magique à adopter en cas de colère. On ne peut pas agir d'une certaine manière, mais il faut jamais agir sous le coup de la colère. Ensuite, il faut apprendre à parler avec les enfants. C'est mieux que de faire usage de violence. La colère, un sentiment qui anime également ce père de famille pour qui rien ne peut justifier ces cas de félicide notés en l'espace de quelques jours. Moi, je ne peux pas imaginer une personne normale, saine, d'esprit, qui n'a aucun problème, qui puisse agir de la sorte. À la question de savoir ce qui peut alors être à l'origine de ce regain de violence dans les foyers, les deux parents s'expliquent. On parle de la télévision, on parle des films, mais moi tout ça je pense que c'est des faux problèmes. Une personne normale, quelle que soit la situation, quel que soit ton rang social, il y a des choses que tu ne dois pas faire. La série noire continue au Sénégal, d'où la question de savoir ce qui arrive à la société sénégalaise. Adjifatou Barry, comment éduquer son enfant et lui apprendre à respecter l'autorité parentale? Il faut se remettre en question, rester calme et patient, des qualités indispensables pour les parents qui veulent bien éduquer leurs enfants, des enfants qu'il ne faut surtout pas battre malgré les bêtises qu'ils peuvent faire. C'est selon le coach parental Mariam Seck que nous écoutons avec Mamdiara da Silva. Il y a beaucoup de façons d'éduquer ses enfants en fonction aussi du discours éducatif qu'on a envie de transmettre à son enfant, mais il y a 3 qualités indispensables quand on éduque son enfant. La première qualité, c'est la patience, parce qu'il faut beaucoup de patience avec les enfants. La deuxième qualité, c'est le calme, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas rapidement être une personne qui sort rapidement de ses gonds, qui crie, qui tape, etc. Et puis, je dirais que la troisième qualité, c'est la capacité de se remettre en question, c'est-à-dire de savoir que parfois même en tant que parent, eh bien, on fait des erreurs et d'essayer de réparer ces erreurs auprès de ses enfants. Et qu'est-ce qui peut provoquer les accidents lorsqu'un parent essaie de corriger son enfant? Alors d'abord, il faut peut-être revenir sur le terme corriger, parce qu'un enfant, en fait, il faut déjà pas le battre. C'est un principe éducatif de base qu'on ne bat pas les enfants, on n'insulte pas les enfants, on doit en fait faire subir à un enfant aucune violence. Donc, lorsqu'on veut montrer à un enfant qu'il s'est trompé et qu'il ne doit pas recommencer, eh bien, on peut le punir, mais par une punition qui va être la privation de quelque chose, par exemple, du jouet qu'il préfère, d'une sortie qu'il devait faire, mais certainement pas porter la main sur lui ou encore l'humilier devant des gens ou en lui disant des choses terribles. Donc, ce qui fait qu'un parent peut être amené à carrément faire du mal à son enfant, c'est déjà qu'il se permet de taper son enfant, qu'il se permet donc de toucher à son intégrité corporelle. Et ça, c'est quelque chose que tout parent devrait s'interdire. Et évidemment, quand un parent va quelque part se venger sur son enfant des choses qui lui arrivent dans sa vie, et alors que l'enfant n'a rien à voir là-dedans. Par exemple, il a perdu son emploi, et puis il va rentrer chez lui, et l'enfant va faire quelque chose qui va tout de suite déclencher une colère qui est trop excessive, et là il va se défouler sur l'enfant. Donc évidemment, un parent qui en arrive là, c'est un parent qui a besoin d'aide, et en fait d'une aide psychologique, et donc en fait il faut en amont essayer de repérer ça en soi, et au lieu de se défouler sur les enfants, essayer de trouver de l'aide pour se calmer déjà. Prévision de l'ANACIM ce mardi, des pluies sont attendues dans le sud-est du pays selon l'ingénieur prévisionniste Alpha Mamadou Malado Diallo. D'ici la fin du mois d'août, l'alternance pluie et beau temps va se poursuivre. On l'écoute avec Rapsel Emmanuel. Donc pour les prévisions à court terme, donc pour aujourd'hui, on prévoit de la pluie sur la partie est du pays, donc c'est-à-dire les zones de Matam, le sud du territoire, les localités de Bakel. Donc c'est là où on prévoit des activités pluvieuses orageuses qui, dans la journée de demain, évolueront vers le centre du pays et au courant de la nuit intéresser les régions ouest, notamment la zone de Dakar. Et dans la journée du jeudi, donc la journée du jeudi matin, donc on aura toujours des pluies sur la région de Dakar, le sud, vers les régions de Ziguinchor, allant vers le nord jusque vers les localités de Saint-Louis et
de Podor. Par rapport à la prévision qu'on a vue jusqu'à la fin du mois, donc on a toujours une phase humide qui se profile. Donc on aura toujours cette succession de pluie et de beau temps, donc surtout sur la partie est et sud du territoire. Nous avons aussi eu à faire les prévisions saisonnières. Les résultats qui montrent que pour cette année, on aura une phase humide, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de pluie, surtout sur la partie sud-ouest, c'est-à-dire la partie qui englobe la région de Casamance, remontant vers la zone de Kaolack, le centre-ouest, Fatick et les régions de Diourbel. Donc c'est là où on a des prévisions, où on aura des probabilités de pluie qui sont assez élevées. L'alternance du soleil et de la pluie est bénéfique au développement végétatif. Selon le chargé de communication du CNCR, Sidiba est convaincu que si les prévisions de l'ANACIM se traduisent en réalité, les productions seront bonnes cette année. Sidiba avec Rapsel Emmanuel. Comme tout le monde le constate, aujourd'hui nous avons un hivernage quand même assez pluvieux et la répartition des pluies dans le temps et dans l'espace est relativement bonne. Et nous pensons aussi que le temps d'ensoleillement le jour quand il pleut la nuit et qu'il fasse le soleil le jour, cela permet aux plantes de se développer. Et au stade où nous sommes, la végétation quand même, pour ce qui est des spéculations, des cultures sous pluie se comporte bien, que ce soit pour les milles, que ce soit pour le maïs, que ce soit pour l'arachide et que ce soit pour les niébés. Donc tout compte fait, le développement végétatif des plants est bon. Et nous pensons que l'espoir est permis, mais malgré tout, nous ne devons pas prendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et il faut attendre aussi qu'il pleuve autant au mois de septembre et jusqu'au 10 octobre pour pouvoir espérer avoir de bonnes récoltes. Et nous pensons aussi que les prévisions faites par l'ANACIM, à savoir que la pluviométrie va continuer jusqu'au mois d'octobre, et si cela s'avère exact, nous pensons que les producteurs que nous sommes auront relevé le défi de la production. Et nous pensons aussi que c'est dès maintenant qu'il faut préparer la campagne de commercialisation, et pas uniquement pour l'arachide, mais pour toutes les spéculations sous pluie endiiguée, que ce soit pour le riz, que ce soit pour l'oignon, que ce soit pour l'arachide et que ce soit pour le mil. Et ne pas commercialiser tout ce que nous produisons. Et gardons-en pour la sécurité alimentaire de nos familles et de nos exploitations familiales. Sud FM, l'invité du jour. El Hadj Ahmadou Baro Diène, secrétaire général de l'association des porteurs de pancartes. Il est interrogé par Babacar Samb. La particularité de cette année, c'est la Covid-19. Donc on ne fera pas une manifestation de masse, mais très simplement le bureau de l'association des porteurs de pancartes se réunira chez le président Nguirandoy, numéro 1, à le boulevard général de Gaulle, à 10h pour faire un récital de Coran d'abord. Et ensuite, on fera une déclaration par le secrétaire général Amadou Hassan Diop pour lire le document en question. Pour la déclaration, c'est à ce moment que la commission va développer tous les sens que j'ai dégagés ici. Il y aura une déclaration lumineuse de toutes les questions concernant le pays, pour dire pourquoi nous célébrons dans la célébrité. Et ensuite, nous convions la jeunesse, parce que nous étions les jeunes de 1958 qui ont porté les pancartes. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des pancartes. Il y a des porteurs de pancartes, des porteurs de projets, des porteurs d'initiatives, des hommes disciplinés qui veulent vivre l'événement. Donc nous allons commencer par convoquer les anciens compagnons que nous avions décidé. Chaque année, il y a un groupe de 10 personnes, de compagnons, de porteurs de pancartes, qui, de par leur activité, de par leur dévouement à la nation, ils sont prêts à prendre la relève que nous voulons donner à la jeunesse. Et nous, puisque nous sommes appelés à disparaître, il ne reste plus beaucoup de porteurs de pancartes, mais nous voulons que ça survive, et c'est cela fait par les jeunes qui ont la construction nationale et le développement pour ce pays.
Parlons justement de ces jeunes. En 1958, ce sont les porteurs de pancartes. Aujourd'hui, nous avons ici au Sénégal des activistes, pas mal d'organisations activistes qui sont nées ici au Sénégal. Quel message lancez-vous à ces jeunes? À ce credo que nous avons toujours, nous lions l'indépendance de ce pays pour la construction nationale. Il y a des jeunes de cette année-ci et depuis plusieurs années qui construisent le pays, qui participent au développement. Cette jeunesse-là que nous voulons. Nous ne voulons pas une jeunesse qui casse les véhicules, qui casse les bâtiments. Non, nous voulons des jeunes qui vont faire la construction nationale. Surtout en ce moment précis de la Covid. Nous voulons des jeunes qui sont déterminés à participer à la levée de la pandémie par le comportement exemplaire, par le port de masques, par le lavage de mains et par la distanciation des jeunes. Un appel très clair mais qui nécessite quand même des actions. Alors qu'est-ce qui est prévu par l'association en ce sens? Voilà, c'est pourquoi nous voulons aider en cela à la jeunesse par la clairvoyance, la différenciation des projets, parce qu'il y a des problèmes fonciers, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de l'enseignement, mais chaque problème a sa propre solution. Nous allons faire des conférences avec la jeunesse, parce que nous, on avait l'avantage d'être en face du colonialisme. Pour l'indépendance, nous avons donné tout ce que nous pouvions faire pour faire de cela notre idéal. C'est réussi, mais il reste la construction nationale. La construction nationale, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde, mais c'est l'affaire surtout de la jeunesse. Et nous voulons une jeunesse qui a une clairvoyance pour discerner le livret du vrai. C'est pourquoi nous célébrerons cette journée. Après la fin que nous pensons immédiate de la pandémie, nous organiserons les jeunes pour prendre notre relève, car ce que nous avions fait quand on était jeunes reste valable pour la jeunesse de ce pays.